J'étais de disons ce que, c'est bon? Ouais, Oui, désolé. super. Je t'en prie, c'est normal. Alors, j'étais de disons ce que l'Observatoire euro-africain de l'intelligence artificielle est un think tank qui vise à répondre à deux objectifs. D'une part, le partage d'expériences entre l'Afrique et l'Europe en matière d'intelligence artificielle, et d'autre part, la sensibilisation sur les enjeux de l'intelligence artificielle en vue de construire, n'est-ce pas, une atmosphère, un rapport de confiance entre les citoyens, les décideurs politiques et les principaux acteurs du développement technologique. Et cette sensibilisation, n'est-ce pas, se décline en deux points. D'une part, la démocratisation du savoir sur les enjeux de l'intelligence artificielle, et d'autre part, n'est-ce pas, l'implication de chaque citoyen dans les débats et les processus de décision qui chapeautent le développement technologique de l'intelligence artificielle. Et en parlant d'implication de chaque citoyen, je me permets ici, n'est-ce pas, de dresser un petit constat qui s'enracine dans ma modeste expérience. Lorsque nous organisons des rencontres avec des citoyens qui ne sont pas, n'est-ce pas, habituellement au cœur des recherches et des réflexions sur les enjeux de l'intelligence artificielle, on ressent toujours un certain, comment vais-je dire, détachement des réalités, ou plutôt dirais-je, ils se sentent distants, n'est-ce pas, des réalités de ces concepts pompeux que sont l'intelligence artificielle, les algorithmes, les big data et que sais-je encore. Mais chaque fois que nous questionnons, n'est-ce pas, le rapport entre l'intelligence artificielle et le travail, là, il y a une attention qui se crée. Chaque fois que nous mettons à table la question du travail et tous les vocables qui migrent autour, c'est-à-dire les jobs, les emplois, les possibles chômages massifs, là, n'est-ce pas, il y a un intérêt qui s'installe. Ce n'est que logique que ce diptyque intelligence artificielle et travail constitue, n'est-ce pas, la thématique qui a introduit notre cycle de conférences. Et il est incontestable que l'intelligence artificielle va bouleverser, n'est-ce pas, l'univers du travail. Cette intelligence artificielle va transformer les emplois existants et créer de nouveaux emplois. À ce sujet, une étude à laquelle a participé le think tank, l'Institut pour le futur, montre que 85% des emplois les plus usuels de 2030 n'existent pas encore. Et là, c'est juste dans le domaine des professions existantes, de leur transformation et de la création de nouvelles professions. Sinon, concernant précisément les professions qui existent déjà, ces professions sont aussi à même de disparaître d'ici 2030 en raison de l'intelligence artificielle et de l'automatisation qui s'y arrive. À ce sujet, une autre étude de l'agence France Stratégie montre que 10 à 15% des postes actuels les plus répétitifs et standardisables sont à même de disparaître d'ici 2030. Alors, ces chiffres et ces prospectives, n'est-ce pas, clivent la société en deux pôles. Nous avons d'une part les optimistes ou techno-optimistes qui pensent que ces mutations de l'intelligence artificielle dans l'univers du travail se déploieront, n'est-ce pas, en faveur de l'humain. Et d'un autre pôle, n'est-ce pas, nous avons les pessimistes ou les techno-pessimistes qui pensent que ces mutations se déploieront en défaveur de l'humain. Et c'est justement dans cette deuxième catégorie que s'inscrivent les partisans des thèses robots apocalyptiques qui prétendent que les robots couplés à l'intelligence artificielle vont prendre le dessus sur les humains. Alors, au-delà, n'est-ce pas, de ces fantasmes, de ces craintes, de ces clivages, nous avons jugé intéressant ce matin, ou du moins cette soirée, de poser cette question à une intervenante qui s'intéresse à ce sujet dans ses recherches. Il s'agit justement de Justine Jima, qui est doctorante à l'Université de Laval. Et ses travaux contribuent à construire un pont entre l'univers de l'intelligence artificielle et l'univers du management. Plus précisément, elle interroge la perception de l'intelligence artificielle, ou du moins de l'utilisation de l'intelligence artificielle, au travail. Parallèlement aussi, elle est consultante en intelligence artificielle et en data chez l'entreprise Actionable, qui est une entreprise spécialiste en conseil de l'intelligence artificielle responsable et durable. Alors, avec sa permission, cette séance sera enregistrée et n'hésitez surtout pas à poser les questions dans le chat qui est réservé. Et en lui remerciant, n'est-ce pas, d'avoir accepté notre invitation, je me permets de lui poser paresseusement et naïvement cette question qui découle, n'est-ce pas, de notre thématique, mais quel est réellement l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail? Vous avez la parole.
Bonjour à tous. Pour commencer, je tiens juste à dire que je répondrai à la question plus à la fin de ma présentation. Sinon, il n'y aura pas d'intérêt de m'écouter tout le long de ma présentation. Donc, on va garder le suspense pour la fin. Ça me fait plaisir aussi d'être ici puis de pouvoir en discuter avec vous. Si jamais vous entendez mal quand je parle, c'est pareil, faites un signe, indiquez-le dans le chat. Je mettrai mon micro, il n'y aura pas de souci. Et comme ça a été dit, je suis étudiante au doctorat en management à l'Université Laval. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une université qui est à Québec, au Canada. Mais comme vous l'avez reconnu avec mon accent, je suis française d'origine. J'ai malgré tout survécu aux hivers québécois. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir vous parler un peu des travaux que je mène dans le cadre de justement toutes ces recherches, etc. Et aujourd'hui, je vais vraiment plus me pencher sur le travail à l'ère de la 4e révolution industrielle. Donc là, à présent, je vais vous partager mon écran juste pour que vous ayez la présentation. Donc, est-ce que vous voyez actuellement correctement ma présentation? Si juste quelqu'un peut me le confirmer. OK, parfait. On voit très bien. Alors, juste OK. une seconde, on va couper nos caméras, mis à part la conférencière, que c'est plus facile de la visibilité. OK, mais si pour mieux voir la présentation, il faut couper ma vidéo aussi, il n'y a pas de souci. Ce qui est le plus important, c'est ce que je vais dire, pas forcément ma tête. Hein. Oui, comme vous voulez, franchement, mais au moins déjà nous autres, on va l'enlever, comme ça c'est plus facile. Voilà. OK, je vais peut-être l'enlever, ça sera plus facile aussi. Je ne sais pas si je peux le faire. Alors, je peux arrêter votre vidéo, moi. OK, voilà, parfait. Donc, c'est ça, comme je le disais, donc aujourd'hui, on va s'intéresser au travail à l'ère de la 4e révolution industrielle. Donc, juste pour commencer, en termes de mise en contexte, je tiens à rappeler que la plupart des gens, ils ont tendance à penser que l'IA vient tout juste d'être inventée. Mais il faut savoir que l'intelligence artificielle est passée de la science-fiction à la réalité dès les années 50. Et c'est plus précisément en 56 que le terme intelligence artificielle a été introduit par une équipe de 5 chercheurs américains. Puis d'ailleurs, le professeur Andrew Ng de Stanford indique que l'IA, c'est finalement une nouvelle forme c'est la nouvelle électricité. Et par conséquent, comme vous le devinerez, c'est quelque chose qui devient incontournable et cette révolution est majeure. Est-ce que vous pouvez mettre les diapos en grand écran? C'est plus facile pour la visibilité si c'est possible. Ok, est-ce Normalement, il que… y a un petit écran, ouais, c'est tout en bas de l'écran, normalement, sur PowerPoint. Il y a une petite icône qui indique les diapos. Est-ce que si je me mets en mode présentateur, vous allez… Voilà, c'est parfait. Ça, c'est parfait, nickel. Ok, parfait. Comme je disais, c'est ça. En fait, à travers le monde entier, on peut s'apercevoir également qu'il y a une course vraiment au niveau de la stratégie des différents pays dans le monde concernant l'intelligence artificielle. Ça a commencé au début de 2017 et ça a été le Canada qui a finalement émis pour la première fois une stratégie vraiment nationale concernant l'intelligence artificielle. Puis on a vu à partir de ce moment-là vraiment une accélération. Donc au niveau plus de la France, par exemple, si on le prend, ça a été annoncé en 2018 et en mars même 2018. Et en avril, il y a eu une communication de la part de la Commission de l'Union européenne qui a été faite également à ce sujet-là. Et tout au long du temps, au fil du temps, finalement, les pays se sont activés à ce sujet-là. Ce qui est important de voir concernant ce sujet-là, c'est que finalement, il y a vraiment une concurrence puis une compétition qui est internationale. Ce n'est pas juste un sujet qui concerne un pays ou une région, mais c'est vraiment le monde entier. Donc, je tenais aussi également à rappeler ce que c'est concrètement l'intelligence artificielle, parce que comme ça a été dit aussi, c'est quelque chose qui est très médiatisé, on en parle beaucoup, mais on comprend très peu majoritairement de quoi il s'agit. Donc, j'ai trouvé une petite définition qui est quand même assez compréhensible et qui est donnée par Duane et ses collaborateurs en 2019, donc c'était assez récent. Donc, selon ces auteurs, il s'agit normalement de la capacité d'une machine à apprendre de l'expérience, à s'adapter à de nouvelles entrées et à effectuer des tâches comme l'humain le ferait en fait. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre ici, c'est que la principale distinction entre les technologies de l'intelligence artificielle comparativement aux autres technologies, c'est cette capacité à s'adapter et à apprendre justement des données, chose que n'était pas possible par le passé.
Donc là, je ne vais pas rentrer dans un détail technique de ce que c'est concrètement l'intelligence artificielle, ça sera beaucoup trop long et puis j'aurais jamais le temps de le faire en 20 minutes. Mais grosso modo, les principaux termes qu'on entend de manière générale, c'est surtout le machine learning, qui est finalement une forme particulière d'IA où les machines apprennent à exécuter des tâches pour lesquelles elles n'ont pas forcément été explicitement programmées. Tandis que le deep learning, c'est une forme plus particulière de machine learning qui, elle, est basée sur une répartition des tâches entre différents algorithmes de machine learning. Donc maintenant, si on s'intéresse plus particulièrement au sujet d'aujourd'hui, qui est l'impact de l'IA sur le travail, on va commencer par les transformations des activités et des métiers. Donc, selon les auteurs Dougherty et Wilson, qui sont des consultants et chercheurs dans le cabinet Accenture aux États-Unis, ils ont finalement classifié les activités entre celles qui sont faites uniquement par les humains, celles qui sont faites uniquement par la machine, donc l'IA, et celles où finalement il s'agit d'activités hybrides qui sont faites entre l'humain et la machine. Donc, si on prend les activités qui sont uniquement humaines, il s'agit de tout ce qui est la gestion, le fait de faire du leadership, mais également toutes les activités qui nécessitent de l'empathie, celle de création et le fait de juger aussi. Pour le moment, en 2020, ce sont des activités qui ne sont réalisées que par les humains. Ce qui ne veut pas dire que dans le futur, ça sera toujours le cas, mais au moment où je vous parle et au moment de l'étude de ces auteurs en 2018, c'est le cas. Il y a des travaux, des recherches qui sont faites beaucoup, surtout pour imiter l'empathie, mais ça reste une imitation et ce n'est pas encore capable de le réaliser de la même manière que nous, les êtres humains. Ensuite, en ce qui concerne les activités qui sont uniquement réalisées par la machine, puis que nous, les êtres humains, on n'est pas capable de faire de la même manière, il s'agit de traiter des données en quantité faramineuse dans des temps records. Le fait d'itérer à travers toutes ces données, le fait de faire également des prédictions, mais également de s'adapter à toutes ces informations. Et ce qui devient intéressant, c'est ces activités qui sont dites hybrides, où là, l'humain complète la machine et que l'IA donne aussi aux humains des super pouvoirs. Donc là où l'humain complète la machine, c'est le fait de l'entraîner, de donner des explications aux résultats qui sont donnés par l'intelligence artificielle. Par exemple, s'il y a une prédiction qui est faite sur une maladie, par rapport à des données sur lesquelles l'IA a été entraînée, le rôle de l'humain ici, c'est de compléter cette information en donnant une explication et un sens à ces données. C'est également le fait de supporter. Et comme je le disais, toutes les activités où là, c'est l'IA qui donne des super pouvoirs aux humains, c'est le fait de l'amplifier, finalement, d'augmenter notre capacité de réaliser des tâches dans des temps beaucoup plus rapides, le fait d'interagir de nouvelles manières, mais également d'incarner finalement l'humain sous une forme de robot ou de technologie d'IA. Alors, tout à l'heure, ça a été dit qu'il y a eu plusieurs études qui se sont intéressées à évaluer l'impact de l'IA sur le travail en termes de suppression d'emplois. Je vous dirais que les principales études qui sont réalisées, surtout dans tout ce qui est économique, s'intéressent principalement à ce sujet-là, de savoir est-ce que l'IA va supprimer du travail, est-ce qu'elle va créer du travail, concrètement, qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, en fait, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'après avoir fait 4 ans de doctorat un peu sur des sujets similaires, c'est que les études elles sont complètement discordantes et qu'elles démontrent toutefois que l'IA transformera en profondeur le marché de l'emploi. Ce que je veux dire par ici, c'est qu'on n'est pas capable de manière précise de dire et de prédire quel emploi va être créé, quel emploi va être supprimé et quel emploi finalement va être modifié. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y aura des 3 types. Il y aura des emplois qui seront remplacés. Donc aujourd'hui, on est capable quand même de constater que des emplois tels que secrétaire, technicien à la logistique ou agent d'entretien, ce sont des emplois dont les tâches sont facilement automatisables, ce qui les rend fragiles et susceptibles d'être remplacés. Tandis que les emplois qui risquent d'être créés, c'est tous ces emplois qui viennent avec finalement l'implantation de l'IA dans le monde du travail. Donc, c'est des emplois tels que responsables de conformité éthique, des éthiciens, des superviseurs d'intelligence artificielle, des gestionnaires de relations machines-humains, des formateurs aussi pour que les employés
apprennent à utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de leur travail. Il y a d'autres emplois qui finalement ne seront ni supprimés, ni créés, mais qui seront hybridés. Donc ça, c'est des emplois qui aujourd'hui existent, mais qui dans les années à venir seront complètement modifiés, bien qu'il y aura une base qui sera gardée. Donc ici, en termes d'exemple, on peut parler des infirmiers, dont le rôle, justement, les activités qui sont plus empathiques ne pourront pas être remplacées à court terme par l'intelligence artificielle, mais par contre, l'IA pourra venir les aider, par exemple, dans la prise de notes, la prise d'informations, le suivi auprès des patients et toutes ces choses-là. Il en est de même pour les chirurgiens, les radiologues, puis plusieurs autres emplois de ce type-là. Donc, le remplacement des emplois, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. La perte d'emploi qui est causée par le changement technologique, ce n'est pas non plus quelque chose de nouveau. Puis, ça a été nommé par Peters en 2017 comme le chômage, c'est un concept qui s'appelle le chômage technologique. Et les emplois obsolètes qui sont remplacés par la technologie, ça s'appelle l'oblitération technologique des emplois. Et ça, c'est quelque chose qui existait avant même que l'intelligence artificielle, on commence à en parler. C'est juste qu'à chaque révolution industrielle, les gens se sont inquiétés du chômage technologique et justement de cette oblitération technologique des emplois. Et c'est finalement quelque chose c'est un questionnement qu'on a de nouveau avec l'intelligence artificielle. C'est juste que l'ampleur peut être beaucoup plus grande avec cette nouvelle technologie, étant donné qu'elle est extrêmement rapide. Donc, ça nous amène à nous intéresser maintenant aux compétences finalement qui vont être nécessaires pour le futur. Donc, comme je vous le disais, les compétences qui sont demandées en entreprise a évolué au fil du temps, au fil des années, puis au fur et à mesure des révolutions industrielles. Donc, on a vu qu'au début, c'était principalement des tâches surtout physiques, manuelles qui étaient demandées. Ensuite de ça, à partir des années 1760, là, on commençait à déjà introduire un peu tout ce qui était la créativité, la communication, la coordination. Ensuite, quand on est arrivé à l'ère justement de l'information, à ce moment-là, la créativité est vraiment devenue essentielle. On a également beaucoup demandé de compétences au niveau analytique, la gestion des données et puis des compétences très techniques au niveau technologique. Et à partir des années 2010, là, on a commencé à voir vraiment que tout ce qui était l'intelligence émotionnelle, toutes les compétences sociales devenaient extrêmement indispensables et nécessaires. Au niveau de l'intelligence artificielle, l'impact sur les compétences, c'est qu'en fait, il y a 3 dimensions du développement des compétences qui seront essentielles pour le futur. Donc, pour commencer, ça sera la capacité à se préparer mutuellement entre l'employeur et le travailleur finalement. Donc, il y aura une nécessité de se préparer à ce changement-là, à l'arrivée de l'intelligence artificielle dans son travail. Comment ça va modifier mes tâches au quotidien? Il va falloir être capable de réimaginer le travail. Comme je vous donnais tout à l'heure l'exemple d'une infirmière, ça pourrait être tout un travail de réflexion sur qu'est-ce que l'IA peut m'apporter, comment ça peut me l'apporter, moi, est-ce que je comprends comment ça fonctionne et comment je peux le mettre en place, c'est quoi les compétences que je dois utiliser, toutes ces choses-là. Et l'objectif des entreprises et des travailleurs, ça sera de l'utiliser, cette IA, pour exploiter finalement les talents des travailleurs. Ensuite, il y a aussi tout un aspect, une dimension au niveau de la capacité accélérée. Donc là, en fait, c'est le fait d'apprendre des uns et des autres, d'apprendre de la technologie, mais que la technologie aussi évolue puis s'améliore en fonction de moi, mes compétences en tant que travailleur. Et aussi le fait de s'adapter à la technologie qui est intelligente, parce que peut-être que vous avez l'habitude de faire un rapport d'une telle manière, mais si la technologie qu'on vous met à disposition produit un rapport sous une nouvelle forme qui est beaucoup plus efficace, c'est certain que le travailleur va devoir développer une compétence d'adaptation face à cette technologie. Puis, il va falloir aussi utiliser des méthodes scientifiques parce qu'il faut quand même se rappeler que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est mathématique, c'est des algorithmes à la base, donc c'est quand même sur une base scientifique. Donc, c'est certain que les travailleurs vont devoir développer des compétences à ce niveau-là. Et finalement, la troisième dimension, c'est le fait d'avoir une valeur partagée. Donc, ça va être important que les entreprises et les travailleurs collaborent ensemble pour faire évoluer l'apprentissage tout au long de la vie. Et là, je parle d'entreprises et de travailleurs, mais on peut intégrer d'autres parties prenantes comme les gouvernements, toutes ces choses-là, toutes ces autres parties prenantes finalement qui sont acteurs de notre monde, de notre société.
Donc, on ne pourra plus se dire, je sors de l'école avec un master et je suis certain ou certaine de faire le même métier pendant tout le restant de ma carrière. Non, l'apprentissage va être de plus en plus important et vraiment tout au long de sa carrière professionnelle. Ça va être important également de cofonder l'apprentissage pour que ça soit utile pour la personne dans cette entreprise précisément, mais également pour sa carrière de manière générale. Et ça sera important également de créer un sentiment de sécurité parce que si un travailleur rentre dans une entreprise puis sait qu'il va avoir son emploi seulement pour quelques mois ou une année, puis qui ne se sent pas en sécurité au niveau de son emploi, le niveau d'investissement risque d'être plus faible. Donc, c'est vraiment très important également de travailler à ce niveau-là. On parlait de bouleversement, que ça change complètement le monde du travail. Donc, comme je vous disais, ça modifie finalement les compétences qui sont demandées au fur et à mesure du temps. Ça modifie comment la carrière va évoluer aussi dans le futur. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les ressources humaines, qui sont la pierre angulaire finalement de quand vous êtes engagé dans une entreprise ou licencié ou peu importe, tout au long de votre carrière dans une entreprise, les RH sont vraiment au cœur de tout ce travail. Donc, c'est important de voir aussi comment l'IA modifie finalement ce domaine. Donc, par exemple, ça se peut que vous avez déjà postulé à un emploi sur LinkedIn, puis qu'une IA a trié votre CV, puis que vous ne le savez même pas, que vous en êtes même pas rendu compte. Donc, l'IA, oui, c'est utilisé en recrutement, notamment pour chercher des candidats de manière automatique et intelligente. Ça peut être aussi utilisé pour l'automatisation des processus d'embauche. Ça fait en sorte que les RH perdent moins de temps sur des tâches qui sont vraiment plus rébarbatives et puis répétitives, et de gagner en qualité et justement, par exemple, de réaliser des entrevues, prendre plus de temps pour les réaliser. On utilise aussi de plus en plus aujourd'hui l'intelligence artificielle pour la réalisation d'entrevues vidéo qui sont dirigées par des agents intelligents. Donc, pendant que vous êtes en entrevue, votre visage est analysé. On est en train d'analyser si vous êtes en train de mentir, vos émotions. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes sincère? Ça peut évaluer plusieurs émotions. Donc, il y a beaucoup d'organisations qui travaillent sur ces sujets-là aussi. Et au niveau du recrutement, la dernière utilisation, c'est le fait de prédire les performances des nouveaux employés. Quand on regarde du côté de tout ce qui est formation et développement des compétences, l'IA permet de faire une recension de sources de référence. Donc, par exemple, votre gestionnaire, votre manager se rend compte que vous avez besoin de développer vos compétences au niveau de la communication, disons. L'IA va faire toute une recension de plein de références bibliographiques que vous devriez lire pour vous développer. Et puis ça, c'est fait extrêmement rapidement, dans des temps records, comme je vous le disais, que l'humain ne serait pas capable de faire. Et l'IA peut également être un coach virtuel personnel pour vous aider à s'assurer que les apprentissages que vous faites en entreprise sont réellement acquis. Et à l'inverse, si vous avez des faiblesses, d'identifier c'est lesquelles pour que vous puissiez travailler dessus puis développer ces compétences. Au niveau de la gestion de la performance, l'IA permet de fixer des objectifs quantitatifs clairs, de réaliser des prédictions des capacités des travailleurs, de prédire également à l'avance quelles seront les performances de ces personnes-là. Et l'IA peut aussi permettre, avec des tests psychométriques, de former des équipes optimales parce qu'en regardant différents facteurs, la culture, la personnalité, les expériences passées, etc. Au niveau de l'engagement et de la reconnaissance, l'IA peut être utilisée pour l'automatisation de la paye, des avantages sociaux, de vous proposer finalement, vous êtes dans telle tranche d'âge, ça serait plus ces avantages-là qui pourraient vous intéresser que ceux-là. Puis ça permet également de faire un suivi quotidien de l'engagement, ce qui est vraiment beaucoup plus efficace que ce que l'humain ferait seul, étant donné qu'on manque principalement de temps, apparemment à cause des énormes charges de travail que nous avons aujourd'hui en entreprise. L'IA peut être aussi utilisée en gestion de risque pour tout ce qui est l'analyse de la rétention des talents, l'attrition, la prévention des absences et des accidents également, et également de détecter les fraudes. Par exemple, les personnes qui se mettent en arrêt maladie, qui ne sont finalement en vacances ou à l'étranger, eh bien là, l'IA est capable de faire un suivi. C'est également utilisé en conformité et rapport, ça permet de faire un suivi des biais. Par exemple, si en recrutement, le recruteur fait preuve de racisme de manière régulière, l'IA sera capable de faire un rapport et d'identifier quels sont ces biais, sur quels critères, est-ce que c'est sur les origines, est-ce que c'est sur le sexe, sur l'âge, peu importe. L'IA est également capable de faire une supervision de l'activité des employés.
Et pour terminer, l'IA est également utile dans tout ce qui concerne la retraite et les départs pour identifier les placements à l'externe et également de faire une administration des pensions des retraites de manière plus effective. Toutefois, la problématique que nous avons aujourd'hui, c'est que bien que l'IA ait beaucoup de potentiel et que les startups qui développent des solutions d'IA sont vraiment extrêmement croissantes, tous les jours, on en voit apparaître des nouvelles sur des sujets vraiment variés. En 2017, le Forum économique mondial a annoncé que la 4e révolution industrielle, qui est actuellement en marche, qui bouleverse les travailleurs dans leur façon de vivre et d'exercer leurs fonctions, eh bien, elle provoque des changements face auxquels les travailleurs doivent s'adapter. Toutefois, on sait que 70% des changements organisationnels échouent en majorité à cause de facteurs humains qui ne sont finalement pas considérés. Donc, même si l'organisation a tout l'argent nécessaire, qu'elle a mis les conditions nécessaires pour mettre en place la meilleure technologie en IA, si elle n'a pas préparé son changement en interne, puis pas préparé ses travailleurs qui vont utiliser cette technologie-là en amont, ces travailleurs-là vont être résistants face à ce changement-là et ça va faire en sorte que ça va échouer. Donc, en résumé, cette transformation à fort impact humain, elle échouera si les travailleurs ne sont pas considérés. On peut voir aujourd'hui, en tout cas dans le cadre de mon doctorat, j'ai pu identifier dans la littérature les principales craintes qui sont identifiées concernant l'utilisation de l'IA. Donc, pour commencer, la majorité des travailleurs ont peur de se faire remplacer par les machines, de perdre de l'emploi, de ne plus être employables par la suite. Ensuite, les citoyens ont également, de manière plus large, plus uniquement au niveau du travail, mais de manière générale dans la société, ont peur que l'IA soit utilisée de manière mal intentionnée. Comme par exemple, on a pu voir à un moment donné, des pays ont utilisé l'IA à travers des robots tueurs. Ce qui pose des questions au niveau du respect de la paix et des droits humains. Ensuite de ça, la troisième crainte, c'est l'atteinte aux libertés individuelles. L'IA collecte des données, c'est grâce à ces données-là qu'elle est capable de vous faire des suggestions, des recommandations. Donc, il y a toute une question autour de la vie privée, de ces données, où elles sont collectées, est-ce que mon employeur, combien de temps va les garder, toutes ces choses-là. Il y a également un manque de confiance, on peut parler même d'aversion d'algorithmes, d'un manque de fiabilité de ces outils-là à l'égard de l'IA finalement. Une autre crainte, c'est le manque d'éthique des machines, le fait que, comme je vous le disais, que l'IA utilisée, elle comporte des biais, qu'elle fait preuve de racisme, de discrimination. Les travailleurs ont également peur de la disparition de la dimension humaine du travail et du lien social. Le fait de travailler avec des machines, ça peut effrayer certaines personnes à ce niveau-là. Ça peut même aller jusqu'à créer de la détresse psychologique. Ça peut m'épuiser de devoir me former à cette technologie-là, le fait de ne pas comprendre ou d'avoir constamment peur, d'être sous stress, ça peut me créer de la fatigue et finalement, on en vient à la détresse psychologique au travail. Ça peut, une autre crainte aussi, c'est l'augmentation de la disparité des revenus. Beaucoup de gens ont peur que s'ils ne sont pas capables de développer les compétences nécessaires dans le futur, que finalement, que le marché de l'emploi ait de moins en moins besoin d'eux et que ça fasse en sorte qu'ils se retrouvent vers des postes avec des revenus plus faibles et que ça soit encore une fois ceux qui sont plus formés dans ces domaines-là qui finalement bénéficient davantage des revenus qui sont générés. Et finalement, il y a également la crainte qu'il y ait de nouveaux risques psychosociaux qui apparaissent, comme par exemple la dépendance à ces technologies d'intelligence artificielle. Donc là, je vous ai présenté plus les aspects négatifs avec les craintes, mais il y a également tout un volet positif qui est identifié, notamment par les travailleurs. Donc, par exemple, il y en a plusieurs qui constatent que ça leur permet de leur libérer du temps, notamment en réalisant des tâches qui sont fastidieuses et sans valeur ajoutée. Donc, ça fait en sorte que ça diminue leur charge de travail. L'IA permet également d'augmenter leurs capacités, donc principalement, j'ai pu le voir dans le domaine de la santé, ça permet d'améliorer leur analyse, leur diagnostic et de la réalisation de prescriptions.
Dans les différents domaines d'activité, on peut également voir que l'IA permet d'améliorer la santé et sécurité au travail. Comme tout à l'heure, je vous le disais, l'IA s'est utilisée pour prévenir les accidents de travail. Donc là, ça a vraiment un effet positif qui est quand même conséquent, parce que là, ça ne touche plus juste la vie professionnelle, mais également l'impact sur votre vie personnelle si vous êtes blessé. L'IA permet également de pallier la pénurie de main-d'œuvre. Donc, je sais qu'en France, ce n'est pas le cas dans tous les secteurs d'activité, mais ici au Québec, il y a un réel manque de main-d'œuvre dans plusieurs domaines. Et l'IA, ça permet vraiment justement de pallier ce problème-là. L'IA permet également de favoriser l'autonomie des travailleurs, leur satisfaction au travail, de les rendre plus engagés car, étant donné qu'ils ont moins de charges de travail, ils sont plus satisfaits et ont davantage de motivation à s'impliquer dans leur travail. Ça permet de mieux les retenir aussi dans l'organisation, de favoriser une meilleure inclusion, diversité, notamment si par exemple vous utilisez une IA dans le cadre de votre recrutement qui ne comporte pas de biais, c'est certain que ça va favoriser finalement la diversité de vos embauches. Ensuite, l'IA permet également de faciliter l'accessibilité et elle améliore également la santé et la longévité. Toutefois, après vous avoir expliqué le volet plus négatif et à présent le volet plus positif, je tiens quand même à rappeler que l'IA n'est pas quelque chose de parfait. L'IA, pour le moment, elle n'atteint pas le niveau intellectuel des êtres humains dans tous les domaines. Elle ne possède pas non plus toutes les compétences. Elle n'est pas capable, comme je vous l'ai expliqué, de diriger, créer, être empathique et juger pour le moment. Donc, elle est quand même limitée dans une certaine mesure. Ensuite, un autre fait qui est extrêmement important à garder en tête, c'est que l'IA, elle est dépendante de la qualité des données en fait, sur laquelle vous l'entraînez. Donc, si vous souhaitez que l'IA soit performante, c'est important de lui donner des données de qualité sur lesquelles se baser. Si par exemple, vous l'entraînez sur des données qui sont racistes, il ne faudra pas s'attendre à ce que votre IA ne le soit pas, puisque c'est finalement la source que vous lui avez donnée comme base d'apprentissage. Ensuite, concernant le rythme de la transformation, l'IA ne sera pas implantée et utilisée du jour au lendemain dans tous les secteurs d'activité. Et c'est quand même important de se le rappeler parce qu'on a tendance à avoir peur de perdre son emploi dès le lendemain, mais il y aura quand même une phase de transition, même si celle-ci est très rapide. Et pour terminer, c'est comme les révolutions industrielles précédentes, l'IA, c'est une destruction créatrice. Donc oui, il y aura des emplois qui seront supprimés, mais il y aura aussi beaucoup de nouveaux emplois qui seront qui en général seront un peu plus complexes avec l'IA. Donc, pour ma part, ça fait le tour de la présentation. Je tiens à ce qu'il y ait du temps quand même pour les questions. Et avant qu'on aille avec les questions, je tiens aussi à dire que si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire par courriel au courriel qui est affiché ici. Puis je pense qu'on pourra le partager plus tard aussi. Et à m'ajouter sur LinkedIn, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Parfait. Merci bien, Justine, pour cette brillante présentation, une présentation qui nous donne une vision assez sereine de l'intelligence artificielle. Alors, ça fait plaisir. Je vous en prie, merci. Donc, nous allons entrer dans le vif des questions-réponses. Oui. Et en attendant que nous nous proposons, là, pour le moment, nous n'avons pas de questions. Du coup, ma position d'animateur me permet d'ouvrir le bal. Oui. Donc, vous avez évoqué les différentes révolutions industrielles qui ont précédé la 4e révolution industrielle, qui est celle de l'intelligence artificielle. Et vous avez également mentionné le fait que durant ces révolutions industrielles, il y avait toujours un risque de perte d'emploi. Oui. Mais cependant, je voudrais un peu que nous revenions sur le cas particulier de l'intelligence artificielle. Parce que pour préparer justement cette conférence, et précisément cette animation, j'ai lu l'ouvrage de l'historien Yuval Harari, et il parle, n'est-ce pas, de la classe des inutiles. Vous savez, durant les grandes révolutions industrielles, nous avons eu plusieurs classes sociales. Nous avons eu la classe supérieure, la classe moyenne, la classe inférieure. Et malgré cette hiérarchisation, chacune de ces classes était économiquement importante. Chacune de ces classes était vitale, n'est-ce pas, dans la vie, voire même la survie de l'économie. Mais cependant, avec la révolution de l'intelligence artificielle,
il y a un risque, n'est-ce pas, qu'une nouvelle classe émerge, c'est-à-dire la classe des inutiles, la classe de ces personnes qui sont économiquement futiles ou du moins inutiles, qui n'ont pas une certaine teneur économique. Et pour quelles raisons? Nous pouvons évoquer deux raisons. D'une part, déjà, il y a des possibles circuits économiques qui peuvent naître et s'illustrer uniquement entre les systèmes intelligents et autonomes. Il y a justement ce schéma selon lequel une entreprise minière, par exemple, produit le fer et livre ce fer à une entreprise robotique grâce à des voitures autonomes. Et l'entreprise robotique qui reçoit le fer produit davantage les robots pour livrer à la première entreprise minière grâce encore à des voitures autonomes. Et là, nous voyons que l'économie dans son triptyque production, distribution et consommation est uniquement gérée par des systèmes intelligents et autonomes. Et deuxièmement, face, n'est-ce pas, à cette inutilité, j'aimerais bien avoir votre point de vue, mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui. Face à cette inutilité, vous avez évoqué justement la nécessité de s'adapter, de changer et de s'arrimer, n'est-ce pas, aux nouvelles opportunités du marché. Mais ce qui n'est pas aussi facile, puisque avec les intelligences artificielles qui deviennent de plus en plus accentuées, compétentes, les employés ne peuvent pas suivre le rythme des changements successifs. Et deuxièmement, il n'est simplement pas facile, n'est-ce pas, pour, je ne sais pas trop, une caissière de se réinventer dans la maintenance d'une imprimante intelligente 3D. Donc, déjà, je voudrais savoir, vous, déjà, quelle est votre position sur cette classe des inutiles ou cette possible classe des inutiles? D'abord, merci pour la question parce que c'est vraiment un sujet qui revient quand même assez souvent puis qu'on me pose principalement. Moi, à la base, je suis formée en ressources humaines. Moi, ce qui me passionne, c'est vraiment les êtres humains. Donc, moi, mon intérêt derrière tout ce travail-là, c'est pas de dire à quel point l'IA est fantastique puis qu'on n'a plus besoin de travailler, qu'on va être une société du plaisir. C'est pas du tout mon opinion. Donc, je l'ai lu, ce livre, et d'ailleurs, je le recommande à tous ceux qui nous écoutent puis qui ne l'ont pas lu. C'est extrêmement bien écrit. Moi, mon point de vue personnel concernant le fait qu'il y ait une classe des inutiles, moi, je considère que personne n'est inutile dans la vie. C'est juste que ce qu'il faut considérer, c'est que ces personnes qui sont considérées inutiles, ce n'est pas les personnes qui sont inutiles, c'est les compétences qu'ils possèdent qui deviennent inutiles à un moment donné dans le temps sur un marché du travail. Donc, par exemple, moi, disons que j'ai une spécialité en ressources humaines, en recrutement, mais que d'ici 5 ans, le recrutement est totalement réalisé par l'IA. Bah, même si j'ai une formation Bac+5 dans ce sujet-là, je rentrerai dans cette classe de personnes dites inutiles dont vous parlez. Donc, moi, je considère que avec l'IA, ça ne sera pas forcément juste des personnes sans diplôme, déjà, pour commencer. Ça, c'est un premier point qui est important à souligner. Par contre, ce que ça soulève comme problème, c'est que oui, il y aura des personnes qui seront considérées comme inutiles à un moment donné, et c'est pour ça que là, c'est le rôle de l'éducation, des gouvernements, mais moi, de mon point de vue, c'est aussi le rôle des organisations d'accompagner les travailleurs justement vers… Parce qu'on ne peut pas juste toujours licencier des gens. À un moment donné, on se retrouve justement à licencier beaucoup de gens d'un côté, puis de l'autre côté, on en recherche beaucoup qui n'existent pas parce qu'il n'y a pas de personnes sur le marché qui ont ces compétences. Donc, ce qui me paraît le plus logique à travers tout ça, ça serait finalement de prendre des gens qui connaissent votre culture, votre organisation, comment ça fonctionne, et de les accompagner vers ces emplois-là. Après, c'est certain qu'il y a des passerelles qui ne sont pas possibles. Si vous êtes quelqu'un qui est plus formé en mathématiques, vous n'êtes peut-être pas du tout intéressé pour aller vers quelque chose de social. Mais il y a des choses quand même qui sont possibles. Donc, pour répondre à la question, oui, selon moi, il y a ce risque-là qu'il y ait des personnes qui se retrouvent inutiles sur le marché de par leurs compétences non demandées à un moment donné. Mais j'ose espérer que toutes les recherches qui sont menées actuellement, puis que justement les stratégies des différents pays à ce sujet-là, il y a l'UNESCO qui travaille sur le sujet, qui vient de publier un rapport que j'ai partagé justement sur LinkedIn sur ces sujets-là. C'est quand même au cœur des discussions actuelles. Il y a la Commission européenne aussi qui travaille sur le sujet-là. C'est le principal stress que le monde a actuellement avec l'IA, c'est de se retrouver avec En fait, le risque, c'est qu'il y a un déséquilibre entre les compétences demandées et les compétences des gens. Donc, on veut combler ce déséquilibre-là. Je ne sais pas si ça répond clairement à la question. Mais… Et peut-être, justement, vous avez excellemment répondu à la question, et peut-être de manière pratique, est-ce que vous qui côtoyez, n'est-ce pas, ces entreprises, les chefs d'entreprise que vous côtoyez, est-ce qu'ils sont préoccupés par ces différentes questions à leur modeste niveau?
Je dirais que ça dépend du secteur d'activité. Ça dépend du pays. Puis ça dépend aussi de la culture de l'organisation. Il y a des organisations qui sont très visionnaires et il y en a d'autres qui sont plus court terme. Ça dépend parce que vous savez, d'un pays à l'autre, les règles de licenciement, ce n'est pas les mêmes. Quand c'est facile pour vous de licencier, c'est peut-être moins un problème à court terme, mais c'est quelque chose que vous allez vous demander une fois que vous vivez la pénurie de main-d'œuvre. Tandis que si vous êtes dans une organisation où les syndicats sont forts, bah, même si vous ne voulez pas vous poser la question, vous n'aurez pas trop le choix que de vous la poser en fait. Parfait. Merci bien. Alors là, vous avez plusieurs félicitations des participants. Du coup, Ezekiel, on a eu quelques questions entre-temps. Oui, nous avons une question. Ouais. Parfait. Donc, la première question est celle de Driss Dadoum. Comment vous voyez l'intérêt de l'intelligence artificielle dans le secteur médical? En fait, dans toutes les recherches que j'ai faites, le secteur de la santé, c'est un secteur qui m'a contacté, que j'ai même pas eu besoin d'aller chercher. Donc, je dirais que c'est un secteur qui est extrêmement intéressé par l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de potentiel dans ce secteur-là, mais il y a aussi beaucoup d'enjeux éthiques parce que là, on parle de données médicales. Vous n'avez pas envie que votre maladie soit peut-être annoncée à tous vos amis, toute votre famille et encore moins à votre employeur. Donc, il y a des enjeux éthiques au niveau de la gestion des données, de qu'est-ce qui est fait, etc. Donc, beaucoup de potentiel, mais beaucoup de défis aussi au niveau de son implantation puis de son utilisation. Parfait, merci. Alors, Léa au signe des mondes, pouvez-vous nous redonner le nom de l'ouvrage évoqué lors de la question, s'il vous plaît? Alors, il s'agit des 21 leçons pour le 21e siècle de Yuval Harari. 21 leçons pour le 21e siècle de Yuval Harari. Ouais. Tu pourras écrire la réponse. C'est ça que j'allais dire, peut-être de mettre le nom puis les autres références aussi. Tout à fait. Tout à fait. La question suivante, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, revenir sur les robots tueurs? J'aimerais savoir ce que vous entendez exactement dans cette expression. S'agit-il des robots soldats? Alors, peut-être vous pouvez répondre à cette question. Oui. Les robots tueurs, ils existent sous différentes formes. Hein. Ça peut être des drones qui lancent des balles puis qui tuent. Ça peut être des mines qui sont gérées puis qui sont en mouvement par intelligence artificielle. Ça peut être énormément de choses en fait. Puis ça, c'est ce qu'on sait. Après, il y a beaucoup d'autres utilisations et de développements qui sont faits puis qu'on ne connaît pas forcément, qui ne sont pas publicisés non plus. Et je pense que dans ce champ d'activité, il y a déjà un excellent débat éthique qui se construit autour. Oui, exactement. Mais je vous dirais qu'il y a une réelle discussion qui est compliquée au niveau international parce que ce que vous considérez éthique n'allait pas forcément… si on compare par exemple les pays occidentaux versus ce qui est accepté peut-être en Chine au niveau de l'utilisation de l'IA, ce n'est pas les mêmes règles. Il y a le RGPD qui a été voté et puis mis en place en Europe, alors que en Chine, vous pouvez ne pas avoir une assurance maladie ou d'habitation parce que vous avez traversé un passage piéton. Je résume en quelques mots, c'est beaucoup plus compliqué que ça, le niveau des calculs des scores, mais c'est très différent en fait. Ce qui est éthique dans un pays n'est pas forcément dans un autre. Parfait. Et peut-être en 2-3 mots, qu'est-ce que vous pensez… Pardon, en 2-3 mots, qu'est-ce que vous pensez du dépassement de l'humain par la machine? Moi, ça c'est vraiment mon opinion personnelle. Je considère que déjà rien qu'entre différents êtres humains, je suis peut-être très bonne dans un domaine, mais quelqu'un d'autre sera très bon dans un autre. Puis c'est ce qui fait en sorte que le travail d'équipe est utile, puis qu'on est capable d'aller plus loin à plusieurs que si on était tout seul. Donc, pour moi, l'IA, ça reste un outil. C'est encore pas, ça ne va pas plus loin que ça, puis ça ne le sera jamais. Ça restera un outil pour toujours. Donc, selon moi, l'IA ne pourra jamais nous dépasser. Le risque, c'est que l'IA soit dans des mauvaises mains, que ça soit mal utilisé, comme finalement toutes les inventions qui ont été faites dans l'histoire, puis qui ont été détournées, puis qui a nui aux êtres humains. Et ça n'a jamais été la technologie elle-même qui a pris le dessus sur l'humain. Et ça ne sera pas le cas avec l'IA non plus. Parfait. Une différence entre data analyst et data scientist? Alors là, c'est un débat c'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre tout de suite parce que ça évolue à chaque minute. La réponse que je vous donnerai aujourd'hui serait erronée dans 2 jours. Puis rien que pour vous dire, entre un data scientist en France, au Canada et aux États-Unis, c'est pas le même travail. Donc ça, c'est une question
faudrait beaucoup plus de contexte pour que je vous réponde. Mais en quelques mots, normalement, un data scientist et un data analyst, le data analyst, lui, il fait des analyses. Le data scientist, c'est vraiment plus du côté des données et puis de comment on peut les agencer ensemble. Parfait. Mais c'est plus complexe que ça. Question d'Eduardo de Conto. Quel horizon pour la mise en application concrète des points soulevés sur l'intelligence artificielle? Quel horizon pour la mise en application concrète des points soulevés sur l'intelligence artificielle? Quel point en fait? Parce qu'il y en a beaucoup, par exemple, tous les domaines d'application que je vous ai présentés au niveau des ressources humaines, c'est des choses qui existent déjà, qui sont déjà utilisées. L'IA dans les entrevues vidéo, c'est utilisé actuellement. Le tri des CV, c'est pareil. Donc, je dirais que ça dépend de quel point vous parlez en fait. Je ne sais pas si la personne, on peut encore la contacter pour lui préciser la question. Eduardo pourrait nous repréciser le domaine d'application dont il parle, justement. Ouais. Alors, nous passons à la question de Léa aussi, qui revient avec une problématique écologique. Alors, au vu de la problématique du réchauffement climatique et de la dégradation de l'environnement, y a-t-il des études sur l'impact environnemental de l'utilisation de l'intelligence artificielle? Alors oui, il y a tout un... Oui, il y a vraiment tout un groupe de chercheurs mondiaux qui travaillent sur le sujet-là, parce que là, c'est extrêmement précis. C'est des équipes qui sont multidisciplinaires, il y a des gens qui sont vraiment en environnement, tout ce qui est développement durable, vraiment tout cet aspect-là, qui travaillent avec des chercheurs qui sont vraiment uniquement en IA, qui sont capables de se parler et de voir ensemble, OK, moi, je fais ça au niveau technique, on est capable de faire des serveurs de telle manière, etc. Puis de l'autre côté, il y a les chercheurs au niveau de l'environnement qui discutent à ce sujet-là. Moi, ce n'est pas du tout mon champ d'expertise, mais oui, ça existe et oui, il y a des recherches sur le sujet. Et il y a même des recherches en interne, par exemple chez Google, qui sont faites et chez IBM aussi. Parfait. Parfait. Donc, je crois que là, nous avons épuisé les propositions. Des questions? Je ne sais pas si Eduardo pourrait rapidement repréciser. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Ezekiel, je ne sais pas si tu as répondu à la question. Justement, c'était est-ce que les chefs d'entreprise sont prêts à accompagner les personnes qui resteront sur le carreau? Je pense que la question a été posée, mais je peux répéter si jamais la personne n'a pas entendu. Ouais. Mais en résumé, ça dépend d'une organisation à l'autre et ça dépend des pays. Et l'intelligence artificielle et la protection de données peuvent-ils faire bon ménage? C'est certain que selon moi, ils peuvent faire bon ménage. Mais encore une fois, ça dépend des lois qui sont mises en place, ça dépend des organisations, mais ça dépend beaucoup comme je le disais, des lois et des gouvernements. Et malheureusement, pour le moment, il y a déjà des difficultés au niveau de la gestion dans un seul et même pays. Nous, au Canada, par exemple, il y a des provinces, ce qui sont l'équivalent des régions, qui ont leurs propres lois, qui doivent communiquer avec les lois nationales. Donc, je dirais que oui, ils seront capables de bien fonctionner à un moment donné, mais pour le moment, ce n'est pas encore assez travaillé puis assez défini et cadré. Mais c'est des sujets qui sont au cœur des discussions actuelles. Là, en fait, le vrai problème avec l'intelligence artificielle, c'est que la technologie se développe beaucoup plus rapidement que ce que le gouvernement est capable, pour le moment, de réguler. Donc, on est un peu en action-réaction. Parfait. Merci bien. Alors, vous savez, la fonction d'animateur qui est mienne est aussi ingrate dans ce sens que je dois vous rappeler l'heure qui s'écoule. Donc là, nous sommes à 20h56. Je ne sais pas trop s'il y a d'autres questions. Alors, il y a juste une dernière question qui a été posée, excuse-moi de te couper. C'est une question plus pratique, technique cette fois-ci, sur la formation en elle-même autour d'intelligence artificielle. Donc, est-ce qu'il vaut mieux une formation à distance est possible ou est-ce qu'il vaut mieux des formations en présentiel? Ça dépend. Est-ce que si la personne veut être formée en technique, je ne suis pas sûre d'avoir entendu le début de la question, mais si c'est au niveau technique, je sais qu'ici, c'est très valorisé. Puis, il y a beaucoup de cours sur Coursera, toutes ces choses-là. Il y a toutes les universités américaines aussi, MIT, Stanford, Harvard, qui offrent des formations qui sont totalement à distance et qui sont très bien. Je sais qu'en France, il y a aussi de plus en plus des formations qui sont faites sur ce sujet-là. On voit des écoles en IA qui naissent un peu partout. Moi, je vous recommande aussi d'aller consulter les vidéos qui sont faites par Microsoft en France, qui donnent des capsules vidéo sur l'IA, sur différents sujets, que ce soit dans la santé ou autre. Donc,
Je dirais que ça dépend de c'est quoi votre objectif. Si c'est de vous préparer dans votre emploi à l'IA, je n'irai pas chercher une formation universitaire spécifiquement si ce n'est pas ça que vous voulez faire. Si c'est plus du à côté, à distance, c'est suffisant. Mais après, si vous voulez faire un changement de carrière complètement, il y a d'autres voies. Parfait. Et je crois que dans les questions posées, il y a aussi des éléments très intéressants. Justement, les questions d'accompagnement. Est-ce que l'État et les chefs d'entreprise sont déjà disposés à accompagner les travailleurs dans ces mutations? Ouais, mais ça dépend. Mais moi, j'ai quand même des organisations avec qui je collabore dans le cadre de ma thèse, que c'est elles qui m'ont contacté pour faire des diagnostics. Donc, je dirais que oui, il y a quand même des organisations qui sont très en avant, très avant-gardistes et qui souhaitent accompagner leurs travailleurs là-dedans et s'assurer que aussi, parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'IA, ça coûte extrêmement cher et qu'une organisation, quand elle investit dans une technologie, elle veut que ça fonctionne. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Donc, oui, je pense qu'il y a quand même des organisations qui le veulent. Et après, ça dépend des moyens aussi pour la suite. Ça marche. Alors, nous disons merci énormément à Justine Dima pour cette brillante présentation. Mais ça fait plaisir. Merci également à chaque question. Des questions de dernière minute. Peut-être on y répondra un peu rapidement. Et je pense que s'il y a d'autres questions un peu plus en détail, je pense que vous pouvez être contacté par mail. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure à la fin de ma présentation. Il faut me contacter par mail ou par LinkedIn. Je suis quand même assez disponible et ça me fera plaisir d'y répondre. Il n'y a pas de problème. Parfait. Je propose d'ailleurs que vous preniez… Il y a une dernière question. Non, je propose que vous releviez le mail de Justine Dima et que vous discutiez directement avec elle. Nous allons encore remercier l'intervenante et remercier tous les participants. Là, il est déjà 20h. Et tout juste en 2-3 mots, vous rappelez notre prochaine rencontre qui se tiendra le 27 octobre, le mardi 27 octobre. Et nous aurons comme conférencière la docteure Leïla Delarive, juriste, entrepreneuse de tech et fondatrice de l'Empowerment Foundation. Il s'agit d'une fondation qui se spécialise dans le développement responsable des technologies intelligentes. Et elle va justement nous dresser un état des lieux, n'est-ce pas, des initiatives technologiques qui ont émergé en réponse à la crise du coronavirus. Ça serait peut-être intéressant de lui poser la question pour le mariage, le bon ménage entre la protection des données et l'IA. Parfait. Et surtout que la question a d'ailleurs été posée par M. Jules Yimemi qui va également nous entretenir en novembre. La date sera fixée. Parfait. Ouais, merci encore et désolé pour les toutes dernières questions parce qu'on était un peu pressé par le temps. Comme on a dit, vous pouvez contacter Justine Dima, notre conférencière du soir. Merci encore à tous. Merci à Ezekiel, merci à Justine, Geoffrey et à Léa de Strasbourg d'avoir assisté aux conférences, ainsi que tous les autres participants qui ont pu assister à la conférence ce soir. Du coup, maintenant, on avait dit 1h, il est 21h, on va clôturer la conférence. Merci encore et bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.